même, elle est professeure à Paris 7, donc c'est ça que je comprends. Oui, juste d'un symposium. Et voilà. Bon, et c'est surtout de la culture, de la communication, et par conséquent, ça rejoint ce que nous allons entendre. Alors, je me souviens également que, d'après votre proclamation, si je puis dire, il y a également, ça va fourmiller le néologisme, comme art à venir, avec art, majuscule, très dur venir, n'est-ce pas? Il y a également le hasard, H-A-S, et puis art, bon, etc. Je m'y perds même, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, si vous voulez, il y a une sorte de dualité entre l'artiste et l'argentine, n'est-ce pas? Et si vous voulez, une dualité qui se reflète parce que je vous dis également, l'artiste est-il un bon à rien, n'est-ce pas? Ou au contraire un trésor vivant. Nous allons avoir la parole, je vous laisse la parole pendant que vous écoutez alors, tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Guillaume d'avoir souligné la résonance entre ce qui a été avancé par notre collègue M. Castonnet dans la précédente communication et l'intervention qui avait été la nôtre avec Geneviève Francis aussi un an sur justement sur cette question peut-être du bruitage, du bruit poétique, de la rumeur poétique de la ville et de ces sujets qui circulent, ouvrant quelquefois à l'intérieur d'un espace sonore brutalisant justement des zones de silence, soit par leur arrêt, leur conversation, soit surtout par la sollicitation qui peut être celle du poète dans la rencontre avec ces gens-là, ces gens-là. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement me cantonner, moi, à introduire très rapidement Lise Cormery, dont le travail de recherche m'apparaît vraiment incontournable par rapport à tout ce qui a trait à la relation entre la création artistique et ce qu'on pourrait appeler la politique culturelle dans la cité, suivant une périodisation qui est extrêmement intéressante, en tout cas qui touche la France, et qui est celle de 1959 à 2000, c'est-à-dire 41 ans de politique culturelle en France, avec à la fois un certain nombre d'aspects positifs, mais aussi des dégâts considérables, dont sa thèse fait la relation à la fois au niveau informatif, avec une compilation, une recherche de documentation considérable. Récemment, c'était une thèse de 3500 pages, dont le corpus principal était de 2000 pages, c'était un corpus de réflexion et d'information, et bien sûr 1500 pages d'annexes, etc. Alors, c'est un travail de réflexion, c'est une recherche d'information et de réflexion, donc, sur les politiques, sur la politique culturelle en France, depuis 1951 jusqu'à 2000, avec ces deux grands pôles, ces deux bastions, ces deux monuments ministériels que furent André Malraux et Jack Landry. Je situerai simplement, j'essaierai de situer les 4 points extrêmement importants dans cette recherche et qui vont trouver évidemment leur résonance dans le propos que Lise Cormery va tenir sur la question de la relation entre l'art, entre l'artiste et l'argent dans la période contemporaine, ou plus exactement 1973-2020. Voilà, nous avons 3. Et elle nous expliquera précisément les termes de cette périodisation, la précision de cette périodisation. Donc, moi, je prendrai en compte seulement 4 points dans sa recherche qui me paraissent tout à fait fondamentaux. Le premier, c'est lorsqu'elle souligne le rapport de force qui s'est instauré de façon radicale entre la création artistique et peut-être là trouve-t-on le lien intime avec l'intervention de notre collègue Yves Castonnet tout à l'heure. Ah, pas Yves,
Pierre Castanet tout à l'heure, et en particulier lorsqu'il faisait la citation de Yves Michaud qui parlait de la valorisation de l'art. Donc Lise Cormery insiste très fortement sur ce rapport de force considérable entre ce qui est l'ordre de la création artistique et d'une esthétisation communicationnelle menée par les politiques culturelles pendant 41 ans dans ce pays. Un deuxième point qui est tout à fait remarquable dans son travail, c'est qu'elle montre comment une véritable déculturation, on peut employer le terme qu'elle emploie d'ailleurs elle-même, une véritable déculturation va s'opérer sous couvert de démocratisation de la culture, à travers des politiques communicantes et la dérive de l'artistique vers le culturel sous les auspices de la citoyenneté. Le comble étant évidemment ce qu'on pourrait appeler l'installation, y compris dans des lieux de culture comme les universités, de ces fameuses cellules de animation culturelle et artistique, ou action culturelle et artistique. Troisième point, c'est la question de l'esthétisation du rapport marchand qui va produire, sa thèse insiste bien là-dessus, ce que moi j'appellerais une sorte d'effacement de la création derrière son représenté. Et que cet effacement, par cette esthétisation du rapport marchand, va créer une urgence de résistance, là peut-être au sens où l'Institut de Deleuze emploie, une urgence contemporaine de résistance de l'artiste, et qui se ferait contre la brutalité compacte des machines communicantes, mais qui se ferait aussi, surtout à travers ce qu'on pourrait appeler, ou ce que Lise Cormery appelle des artistes libres, et je pense qu'il va une bonne partie de sa communication dans quelques instants va nous informer plus précisément de ce que l'on entend par ces artistes libres aujourd'hui, et qu'en est-il encore d'une liberté des artistes aujourd'hui, peut-être excepté les poètes étant imposés par cela qui ne sont pas soumis à un rapport marchand. Enfin, le quatrième point, qui aussi me semble très important, et où elle montre comment, entre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les deux monuments de la politique culturelle et artistique en France, Malraux, Lang, il y a des ministres intervallaires, dont on pourrait croire que par le peu de résonance médiatique, ils ont été infimes, insignes, peu conséquents, ou en tout cas menant des politiques à ce point discrètes qu'elles perdent elles-mêmes le sens politique. Eh bien non, ce que la recherche de Lise Cormery, elle insiste, et c'est que ces ministres intervallaires entre les deux monuments Malraux semblent avoir, quel que soit d'ailleurs, c'est intéressant, quelles que soient les appartenances, les séparations, distinctions droite-gauche, eh bien ces politiques intervallaires ont en fait nourri non pas une vacance, mais une véritable élaboration d'un conflit guerrier, des concepts et des catégories esthétiques auxquelles vont se livrer alors les fameux termes essentiellement conflictuels de art, culture et communication. Je passe la parole à Lise Cormery. Merci beaucoup. Donc, je remercie Madame Christophe de m'accueillir ici, et Monsieur le Président Guillaume, d'autant plus que je suis une ancienne étudiante de Paris 4, où j'ai eu la chance de commencer ma première thèse, et actuellement je suis donc à l'Université de Paris 7, au bout de la rue, des écoles. Je voulais préciser que Lise Cormery dirige aussi une galerie à quelques pas d'ici. Voilà. C'est mon chantier de fouille. Ça me permet de faire de l'éthologie de l'art depuis 19 ans. Voilà. Donc,
Je vous remercie de m'accueillir ici. Comme disait Philippe Tancelin, qui va être ici mon archange, j'ai un glossaire qui est un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle je me permettrai de l'écrire au tableau, puisqu'il y a à chaque fois des jeux de mots. C'est un peu petit là. Oui, ouais, je suis désolée. Je suis désolée en droit. Donc j'utiliserai, si vous me permettez, des interrogations de style socratique, c'est-à-dire qui sont uniquement destinées à nous aider à avancer sur la question justement de l'art ou de l'argent. Alors, Philippe Tancelin étant un grand poète, bien sûr il a enjolivé, moi c'est beaucoup plus brut, donc c'est argent. C'est-à-dire que l'exposition oblige, l'exposition artistique oblige, ce sera toujours en exposant. Hein. Donc, pour comprendre un petit peu les vocabulaires. Alors, je vais poser quelques questions. Tout d'abord, je vais vous énoncer très vite. L'art serait-il une économie de l'inutile ou de l'essentiel? Serait-il une production de richesse différée? Je vais ensuite m'interroger pour quelle recherche et pour quel art? Les artistes sont-ils des bons ariens ou des maîtres vivants? C'est-à-dire, bon arien, est-ce que cela fait appel à la conscience, à l'obéissance, à l'art ou à l'argent? Ensuite, alors tout d'abord, je situe l'art, j'ai eu la chance d'être formée ici en histoire des idées, donc ma quête, ma recherche, est dans le domaine de l'histoire des idées, et en effet, comme le disait Philippe Tancelin, j'ai travaillé principalement en sociologie politique, en communication et sciences de l'information, avec une spécialité aussi en nouvelles technologies, pour voir si les nouvelles technologies détruisent ou au contraire construisent un nouvel art, que là aussi j'écris avec l'arrobase. D'où l'adresse de ce site que vous pouvez regarder si vous voulez, qui est en ligne et qui reprend toutes les visioconférences et les conférences sur les sujets de l'art. Nous avons le premier mardi de chaque mois à l'Université Jussieu une conférence sur un sujet concernant l'art, où 3 ou 4 intervenants, ou 5 ou 6, viennent faire une table ronde et confronter leurs opinions. Et je tiens bien sûr à inviter des gens particulièrement différents, parce que l'idée c'est de faire un pont pour que les institutionnels, les privés, les indépendants aient une parole au sein de l'université. C'est ouvert au public, bien sûr, et il est principalement constitué de professeurs d'université et de doctorants, mais tous les amateurs d'art et les amoureux de l'art et de la poésie sont bien profités de la musique, tout l'art en général. Alors, donc un sujet plus politique, la question va être la France gagne un ministère et perd son aura de phare des arts. Pourquoi? Je posais la question. Et ensuite, d'un ministère ange gardien ou gardien de prison, d'un homo mediaticus bâillonné ou complice. Ça sont les questions. Et ensuite, j'aborderai les questions plus dans le domaine de la communication, spécifiquement les manipulations médiatico-statistiques sur les artistes. L'argent et les nouvelles technologies contribueraient-ils à la divulgation de l'information ou à sa confiscation? La France est-elle une terre d'accueil, de création ou de destruction de l'art? Pour répondre à Monsieur le Président qui posait la question de pourquoi, avec Philippe Tancelin, nous avions donné les dates de 1973 à 2003. 1973 parce que c'est l'ouverture de la maison de vente aux enchères de Christie's à Wall Street en 1973, qui, à mon avis, va marquer une cassure sociale, politique, économique, et va quand même changer le monde de l'art. Non pas que l'argent n'avait rien à voir à faire auparavant, il y a toujours eu des jeux d'argent, des jeux de pouvoir avec l'art, mais on va rentrer dans un système beaucoup plus, mécanique, hein, qui peut broyer l'art, au sens de art pour art.
Ensuite, la question va être nouvelle ou ancestrale économie de la mondialisation de l'art. Des théories économiques peuvent être quantifiées, une économie de l'art a priori aléatoire, encore une question. Et pour rebondir sur la communication précédente, où il a été dit que les sociologues de l'art ou les spécialistes de l'art qui s'interrogent sur la société de l'art disent que l'art reflète la société, là par contre, je dirais le contraire. C'est-à-dire que pour moi, l'art pour l'art, il précède toujours la société. De toutes les façons, il est toujours en décalage. Mais c'est ce que j'appelle l'art, c'est-à-dire parce que l'art, c'est une quête, c'est une recherche. L'artiste, il est à la recherche d'eux. Et en effet, il ne se met pas en scène. Il est comme le poète, il est comme le compositeur, il cherche son travail intérieur. C'est une quête spirituelle à la limite du mystique. Mais ceci, bien sûr, c'est subjectif. Ensuite, je vais m'interroger sur les acteurs de l'art. Ils sont nombreux. L'artiste se trouve, nous avons ici une artiste qui est la Victoire. Je traite plus particulièrement du problème des artistes vivants. Pour en revenir à la datation, mon travail a porté sur 150 ans et même plus que cela, puisque j'ai travaillé même jusqu'à avant 1789 pour comprendre pourquoi nous avons le phénomène de l'art il y a eu un phénomène de l'art particulièrement franco-français. Donc les acteurs que j'ai dressé une typologie, je ne vous enverrai pas avec toute la typologie, elle est un peu trop longue, mais j'aborderai brièvement le problème des artistes avec une tentative de typologie. Les commissaires-priseurs, la question sont-ils des commissaires-priseurs régaliens ou bien des lessiviers quand ce n'est pas des auctionniers, c'est le jargon maintenant en vigueur. Les conservateurs de musées aussi, on s'interroge sur l'évolution du conservateur de musée, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire encore à des conservateurs de cœur, à des conservateurs gestionnaires ou à des conservateurs rhéteurs qui vont rejoindre des artistes qui sont aussi dans la rhétorique. Alors la question qui va être posée aussi, c'est est-ce que l'art, c'est l'œil ou est-ce que c'est devenu la voix? Parce que le poète, c'est la voix, certes, mais est-ce que l'art doit être uniquement la voix? C'est ce qu'on en prend le chemin. Même s'il y a la psychologie qui a été abordée tout à l'heure, mais là c'est un autre phénomène. Alors, la question se pose aussi du collectionneur de cœur, du collectionneur d'art ou d'argent. Il y a aussi toute une typologie, mais je n'ai pas trop à vous dire la communication. Les critiques d'art, est-on passé des critiques d'art esthètes aux commissaires? La notion même de commissaire a une connotation qui, moi, fait référence à la terreur, qui me gêne beaucoup. Des collectionneurs de cœur, donc, aussi vont amener une nouvelle race de collectionneurs baptisés les actionnaires. Donc cette nouvelle race qui depuis 1973, et cela va crescendo, hein, on a eu des pics extraordinaires à la fin des années 80, sont plus intéressés par l'art en tant qu'action monétaire en tant qu'art pour art. C'est-à-dire qu'on passe de la quête esthétique, artistique, philosophique à la bourse, et puis on passe bientôt au casino. Là, on est au casino maintenant. Donc, il va falloir que je vois d'autres mots parce qu'on est arrivé au temps du casino. Alors, ensuite, la question va se poser de l'état marchand, mécène, parce qu'on arrive à des renversements de situations sociopolitiques. Alors, les marchands aussi, voilà, donnent lieu aussi, bien sûr, à marché. Si ça vous intéresse, il y a tout un poster qui est à la disposition du chercheur. Alors, la France est-elle devenue plus belle au bois dormant pour l'art? Ça, c'est toutes les questions. Et ensuite, je vais tenter d'apporter quelques petites solutions.
Notamment, ce qui me paraît important, c'est qu'il ne faut pas non plus trop céder au catastrophisme, donc il nous reste toujours le partage, pas au sens politique, parce qu'on a tendance dans ce pays, si l'on voyage beaucoup, on fait la différence, à toujours fonctionner en termes idéologiques. Là, le terme de partage, c'est pas idéologique. Là, je suis plus dans le philosophique, dans l'éthique, dans même la métaphysique, si vous voulez. Et je pense que c'est absolument nécessaire de travailler ensemble pour l'art. Alors, les nouvelles technologies pourraient apporter des solutions. Elles sont pas. Les nouvelles technologies sont juste un média, contrairement à ce que l'on peut dire. Il faut du fond. Les nouvelles technologies, c'est la technique, c'est la forme. Il faut bien sûr qu'il y ait des intervenants comme des gens ici qui puissent mettre du fond. Les visioconférences, la télévision, tout ça, c'est juste de la mécanique. Et on a tendance à faire croire l'inverse, aussi bien aux artistes, aux jeunes artistes qui arrivent aux Beaux-Arts, qu'à la population en général. Donc, je proposerai aussi une émission télévisée populaire, mais qui ne soit ni une télé-réalité, ni une émission poulée du genre Métropolis, trop institutionnelle pour que il y ait l'envie, parce que tout le monde, une étude sur l'origine sociale des artistes, que je ne présenterai pas ici, mais qui était assez intéressant, tend à prouver que contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, l'artiste n'est pas forcément un héritier. Loin de là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on voit que toutes les catégories socio-professionnelles de la société trouvent leur place. Et que l'art, justement, parce que l'art, c'est la seule chose qui nous libère de l'aliénation du quotidien, de la vie ici, c'est encore, heureusement, voué à l'aléatoire et à une forme de liberté. Et c'est très important de travailler sur ce sujet. Il y aura, je parlerai brièvement des Olympiades des Arts, de l'art urbain, de quels grands travaux, de 1973 à 2003, du 1% utilisé hier et aujourd'hui, de la défiscalisation d'achat d'œuvres d'artistes vivants, d'un nouveau mécénat et parrainage, d'un nouveau droit des fondations, et enfin la sécurité sociale. Et pour finir, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui m'est très cher, et avec lequel j'aimerais continuer à travailler avec Philippe Tancelin, qui s'appelle les archanges, qui serait une forme d'économie de l'art, si on peut dire, et de philosophie de l'art, qui permettrait aux artistes, puisque le sujet aujourd'hui c'est l'artiste, de reprendre en main leur œuvre, qui est confisquée soit par le marché, soit par le politique. Donc je vous proposerai quelques pistes, et je vous remercie si vous pouvez m'aider à les approfondir. Alors, à la question l'art serait-il une économie de l'inutile ou de l'essentiel, on constate que cette société, cette fin du XXe siècle, puisque pourquoi 73 dit ouverture de Christie's à Wall Street, 2003 pourquoi? Parce que Madame Clifton et M. Tancelin m'ont demandé en 2003 de travailler sur le sujet, donc c'est pour ça que je vais s'arrêter. Voilà. Autrement, comme l'a dit Philippe Tancelin, le travail était surtout la 5e République. Donc on constate que la société, cette fin de siècle, transformerait l'art en valeur uniquement boursière, avec l'avènement des actionnaires, qui enlèverait à l'art l'essentiel de sa fonction, c'est-à-dire celle de quête spirituelle ou intellectuelle. L'art ne serait-il pas pourtant primordial et même vital dans la lutte contre l'aliénation humaine? L'homo politicus le considère toujours comme quelque chose d'inutile et de superflu. Pourtant, si l'on observe les civilisations disparues, il ne subsiste rien que les monuments et les œuvres d'art intemporelles qui ont su perdurer au-delà du temps. Si parfois le savoir est transmis oralement, c'est le cas des mathématiques, mais matériellement, le reste, justement,
s'est dématérialisé le plus souvent. Ceci tendrait à prouver que l'art serait une économie de l'essentiel et non pas de l'inutile, contrairement à ce que professeraient les politiques. Ces derniers pensent que l'art est un aspect mineur de la société. Lors de questionnaires faits de façon sociologique, c'est-à-dire avec un échantillonnage significatif, on se rend compte que même le grand public est bien sûr le jouet de manipulation politico-médiatique. Il estime lui aussi que l'art est une économie de l'inutile. Ce paradoxe serait qu'il y ait une vision à court terme. Bien que les touristes, au sens de population en vacances, aussi entre guillemets, c'est-à-dire qui vaquent, lors de voyages organisés ne soient pas des acheteurs d'art, mais plutôt des acheteurs d'images de l'art qui nous ardent. L'art nous apporterait beaucoup de richesses. Et là, j'essaie dans mes recherches, et c'est parfois très très difficile de trouver des faits, des preuves de ce qu'on peut avancer. Selon la direction du tourisme en 2002, la France a accueilli 76 722 000 touristes, soit une augmentation de 2% sur 2001, ce malgré l'impact psychologique dramatique sur le marché des échanges internationaux du 11 septembre 2001. Par ordre décroissant, on comptait 14 971 000 Britanniques, 14 139 000 Allemands. Je peux vous donner tous les chiffres, mais enfin c'est un petit peu fastidieux, on n'a pas tellement de temps. Donc si en 2002 la France est numéro 1 du tourisme mondial, et ce depuis des années, ne serait-ce pas grâce au patrimoine en général, à l'art en particulier, préservé depuis des temps anciens dans le domaine architectural, des beaux objets d'art, de la peinture, de la sculpture, de la gravure. Cette image mythique ne serait-elle pas héritée du roi Soleil, ses prédécesseurs, ou du marché de l'art des impressionnistes du Moulin Rouge? A contrario, que subsiste-t-il de l'homo politicus, si ce n'est ces monuments, érigés à leur propre gloire, fruits de la création d'artistes libres du marché du temps? Paradoxalement, et c'est peut-être tant mieux, je pense que c'est tant mieux, le passant a oublié l'homme de pouvoir, l'artiste, les intermédiaires marchands ou œuvrants, seul demeure l'œuvre éternelle qui est un testament universel de l'artiste libre à l'humanité. En dépit de ces évidences, le secteur artistique se limiterait pour l'homo politicus au dernier maillon négligeable de la grande chaîne économico-sociale. On observe que sur la Ve République, malgré la création du ministère en 1959, on a toujours ce phénomène électoral et politique. Malgré des effets d'annonce médiatique sur l'augmentation du budget de la culture, en fait, historiquement, le meilleur budget de la culture n'a pas été dans la Ve République, il a été en avenant. Donc là aussi, quand on dit qu'on a le meilleur budget de la culture, c'est faux. C'est une erreur historique. Alors la question, là, serait-il une production de richesse différée? Différée par cela, je veux dire que l'éducation est une production de richesse différée. Car sans éducation, il n'y a pas de futur. Le travail des professeurs est essentiel. Si on n'éduque pas les enfants, la société n'a pas d'avenir. Alors c'est pour ça, comme disait monsieur le professeur Guillaumard, à venir, en effet, comme ça, tout comme la santé. La santé aussi est une production de richesse différée. C'est-à-dire que du fait de notre longévité, l'éducation ouverte non plus seulement aux jeunes et aux très jeunes, mais jusqu'à la fin de la vie, la santé, l'éducation et l'art seraient des productions de richesse différées. Je m'explique. On le sait, en France, un artiste vivant, tout comme l'homo politicus, ne commence à exister le plus souvent au mieux qu'à partir de 60 ans. Tout le monde a entendu la boutade de l'artiste Jacques Villon. À Paris, ce sont seulement les 60 premières années qui sont difficiles. On remarque aussi que rien n'a changé depuis 50 ans. On a le même phénomène.
il faudrait 3 à 4 générations avant qu'une œuvre d'artiste vivant ne trouve sa place dans la grande chaîne économico-sociale. Avec la longévité humaine, l'artiste libre serait-il dorénavant pratiquement capable d'un retour sur investissement de son vivant. Une typologie de l'artiste permettra de nuancer ce propos. Car si l'art authentique est considéré comme quelque chose de différé et de lointain qui peu à peu trouverait ses marques vivant de l'artiste, on s'aperçoit qu'il deviendrait par ailleurs, avec une production graphique ou de l'illustration trop souvent assimilée à de l'art à partir de la fin des années 70, une marchandise industrialisée. Et la question est, s'agit-il d'un art ou d'un produit marchandisé, ersatz d'art? Une théorie économique intéressante qui est de Léa Grandvillers, historienne de l'art, dit que justement, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, que l'art reflète la société, elle prouve par une étude de 40 ans en Corée. Elle est à l'origine des premières Olympiades des Arts en 1988 à Séoul, que c'est l'art qui, au contraire, et la recherche et la création artistique débloque la machine économique quand elle est économique. Et elle a trouvé d'une façon très très intéressante lors d'une communication en visioconférence à Paris. Alors, quelle recherche pour quel art? Cette question sous-entend qu'est-ce que l'art? Donc ici, doit-on considérer l'image et les nouvelles technologies comme art? Moi je dis pourquoi pas. Parce qu'en art, les 6 clés de voûte de l'art, serait, pas être présomptueux, serait donc les citer, les 6 principes de l'art, c'est-à-dire incontournable, technique, travail, temps, transcendance, tolérance, c'est la raison pour laquelle avoir, pourquoi pas, tout dépend de la philosophie, et tissage de réseau, qui est historiquement incontournable, que ce soit lors de la Ve République ou avant. Le problème qui est posé par les nouvelles technologies, c'est que ce tissage de réseau devient l'art lui-même. Et là, c'est très embêtant. Parce qu'il ne faut pas... Ce n'est pas la forme qui doit prendre le pas sur le fond. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, quand on parle d'art, c'est de l'esthétique, c'est de la forme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la forme qu'il n'y a pas de forme. Donc ça, c'est encore une autre question d'esthétique. Alors, les artistes, la question... C'est des Beauhardiens, c'est cité encore aujourd'hui, hein, ou des maîtres vivants. Maîtres vivants, comme on le conçoit au Japon, où, et c'est merveilleux, des grands artistes sont pratiquement déifiés de leur vivant. C'est une notion absolument extraordinaire, c'est qu'on part du pire et on va vers le meilleur. Hein. Bon. Alors, le problème pour l'artiste, c'est obéissance ou conscience. L'argent ou l'art. La société proposerait à l'artiste un monde aliéné. L'artiste en quête du chef-d'œuvre est en lutte dès l'enfance. Quand on lui dit obéissance, comme mon écho, il répond conscience. Quand on lui assène l'argent, mais avec, bien sûr, réalité, comme mon écho, il répond art. C'est pas la même chose. Saint Paul aurait dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Certes. Mais a-t-il dit que celui qui ne gagne pas d'argent ne mange pas? Le problème, c'est ce que l'on a. À partir des années, on va dire des années en France, je vous démontrerai après, on a vraiment un écroulement pour les artistes libres. Et c'est bien là le problème de l'art vivant ou de l'art à venir. Si Derain a pu, l'artiste peintre Derain, exception qui confirmerait la règle, obtenir l'adhésion du père, parce qu'il y a aussi un problème social, il y a aussi un problème socio-psychologique au niveau de la famille, c'est somme toute parce que l'argent était présent très rapidement pour Derain. Derain se souvient
Ma mère me disait toujours que j'étais un bon à rien, que je commençais tout, que je ne finissais rien, que j'étais un raté. Mon père aurait voulu que je sois militaire. La première fois que j'ai exposé, j'ai vendu pour 2000 francs. Ça l'a fait réfléchir. Il m'a donné 10 000 francs. C'est comme ça que j'ai pu aller à Collioure avec Matisse. On travaillait du matin au soir. Parce que, comme le dit très joliment Michel Deneuve, que Marielle vient de donner, il dit toujours qu'en fait l'artiste, il doit travailler 2 fois plus que les autres. C'est un peu comme le chercheur. Et c'est souvent une notion qui n'est pas comprise du grand public en général. Mais le problème de l'argent, qu'en est-il quand il n'y a pas d'argent? Si Malraux avait pensé le problème et obtenu en 1964 un statut social pour l'artiste qui ne vendait pas d'œuvre, paradoxalement, le gouvernement de gauche qui s'est appuyé sur les votes des artistes pour prendre le pouvoir à partir des années 80, les vendait à l'encan, les marchandisant en leur imposant des quotas de vente minimum, sous peine d'être exclus, ou comme le préconisait, je suis désolée, parce que j'ai distingué Jacques Lang, éventuellement mis au RMI la potion anti-révolution en leur jetant les miettes de l'abondance. Pourtant, comme écrivait déjà Rodin, les artistes puisent largement au fonds commun, amassé par la tradition, mais ils accroissent aussi ce trésor. Ils sont vraiment des inventeurs et des guides. Et c'est la raison pour laquelle je n'adhère pas à la notion de l'art, c'est l'image de la société, l'artiste, il fait comme fait la société. Non, l'artiste, c'est un guide, il a la foi, et il est en quête de. C'est utopique, mais c'est ce que je considère comme artiste libre. Voilà. Et donc là, peut-être pour éclairer mon propos, je vais vous donner un petit travail de schématisation, j'espère pas trop que vous vous ennuyiez, qui a été fait à partir de travail sur le cerveau. Et c'est très intéressant parce que cette recherche sur le cerveau, qui a été faite donc, à partir d'éléments scientifiques, a donné lieu ensuite à des vérifications sociologiques. Ça fonctionnait pas mal du tout. Donc on a même eu des problèmes on a eu même de bons problèmes avec des personnes qui n'étaient pas forcément contentes par la classification. Et c'était bien à la fois que ça fonctionnait. Alors, donc, là, le cerveau droit, comme vous savez, et le cerveau gauche permettent un travail différent. Donc, on va avoir affaire à des... Je peux m'excuser, c'était pas très visible. Des typologies de base qui feraient appel, je dis bien ferait, tout ceci au conditionnel, pour l'artiste libre, donc c'est plutôt comme ça, et pour ce qu'on appelle le communicard, il y aura d'autres profils que je vais mettre au milieu, parce que lui est vraiment au milieu. Le tartufard, parce que nous sommes dans le film de Molière, il ne faut pas oublier. Donc est artistique, le chef-d'œuvre, le coup médiatique, comme on dit, ou le scoop. Alors, la méditation, l'aptitude scientifique, excusez, je ne trouve pas très bien, le visuel, donc l'œil, le langage verbal, que j'avais tout à l'heure, la voix, l'intuition, la logique, la synthèse, l'analyse avec justement c'est plutôt schématique, la compréhension holistique,
passer parce que je suis désolée, il y en a encore. La pensée linéaire. L'autonomie. La hiérarchie. Le spirituel. Le matériel. Altruisme. Égoïsme. Le monde invisible. Le visible. L'irrationnel, bien sûr, qui va avec. Le rationnel. Croire. Savoir. Infini. Ici et maintenant. La foi, qui va croire, la preuve, l'anarchisme, le dogmatisme, la spiritualité religieuse ou cosmique, la reconnaissance humaine et sociale, bien sûr. Donc, et ce que j'appelle donc la conscience humaine au sens large du terme, par opposition à l'obéissance sociale. Alors, il y a d'autres, voilà, c'est les bases un peu. Alors il y a d'autres profils que je vais vous mettre au tableau, parce que c'est aussi qui sont les cumulards, c'est historique, il y a toujours eu, et puis les barbares, pour revenir à notre... Alors bien sûr, comme dans tous les schémas en typologie sociologique proposés ici, les points de repère sont flexibles, sont modulables en fonction de chaque étude de cas. Mais ce qui a donc été intéressant dans cette démarche qui est purement sociologique, c'est qu'au fil du temps, en faisant des entretiens sur grâce à donc mon champ de fouille, j'ai pu organiser peut-être 300 expositions et travailler avec énormément d'artistes vivants. On arrive en effet à trouver des profils qui s'ajustent de façon assez intéressante. Alors les communicants, par leur comportement et leur présentation artistique, semblent correspondre au profil. Sympathiques, ils ont souvent vécu 68, et ils continuent à surfer sur la vague de la société de la communication qui s'éloigne quand même. Je reprendrai la typologie de l'artiste au fur et à mesure, si vous le permettez. Alors, la question que l'on pose ici avec l'art de l'argent, c'est l'art va-t-il résister longtemps aux politiques, au cumulard? Alors, le cumulard, c'est un peu l'héritier de l'artiste officiel, qui est devenu très très organisé
dans notre pays, alors de plus en plus au fil de la vie, de la durée de vie du ministère, et on arrive en effet, notamment aux nouvelles technologies, à des artistes qui vont dire au ministère et aux instances culturelles diverses, parce que là aussi les instances culturelles régionales, nationales, en fait, depuis 1959, se sont ajoutées les unes les autres, au-dessus des autres, donc on ne va pas non plus ergoter sur qui a fait quoi, parce qu'en fait, contrairement à mes idées reçues, quand j'avais commencé ce travail, j'étais partie sur uniquement 2 ministres. Et j'ai pu réaliser qu'en fait, si je faisais ça, c'était particulièrement malhonnête, parce que mon travail, c'est honnête de faire des recherches approfondies aussi sur le juridique. Donc le juridique a été une colonne vertébrale qui m'a permis d'avoir des points de repère, même si parfois les lois étaient introuvables, et que c'est uniquement grâce aux artistes, aux acteurs de l'art, que j'ai pu savoir, par exemple, qu'ils n'avaient plus le droit à la sécurité sociale, qu'ils étaient assujettis de l'impôt à la TVA, qu'ils n'avaient plus le droit de voyager avec leurs œuvres d'art sans payer de TVA, des tas de choses que je n'ai trouvées ni dans Le Monde, ni dans le Figaro, ni dans Libération, ni à la télévision. Et j'ai eu beaucoup de mal, c'est-à-dire que les recherches juridiques, je n'ai même pas pu trouver les informations à la bibliothèque du ministère de la Culture. J'ai dû finalement retourner vers le journal officiel et décrypter, donc de 1959 à 1999, tous les budgets du ministère et tous les JO pour arriver à trouver un fil avec des preuves. Et c'est là le problème justement du médiatique, qui à partir des années 75, donc on partait de 73 avec l'économie qui prend le pas sur l'artistique, résolument, et le médiatique aussi, qui va se mêler de l'affaire, à partir en France notamment. Il y a un certain monsieur qui n'est pas toujours apprécié, qui s'appelle Gérard Parino, qui a eu l'idée de faire entrer la publicité dans les magazines d'art. Et à partir de ce moment-là, les magazines d'art sont devenus uniquement des échanges d'argent contre du texte. Alors qu'avant, les magazines d'art envoyaient toujours des journalistes faire des rapports. Il y avait toujours un travail vraiment de fait. Et d'ailleurs, on a interrogé à ce sujet-là Jean-Marie Tassé, qui a dirigé le Figaro pendant 40 ans, en lui demandant le pourquoi du comment. Donc, maintenant, on va me répondre, vous comprenez, il y a une telle profusion, mais bien sûr, cela n'est jamais dit par les journalistes. Non, non, nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous sommes de vrais journalistes, nous ne faisons pas d'échange de marchandises entre la rédaction et la publicité. On a pu se rendre compte en travaillant sur des journaux sur plusieurs années, des magazines d'art, que, comme par hasard, on a aussi hasard, comme par hasard, notamment avec la montée des commissaires-priseurs, comment se fait-il que tous les journaux d'art ne parlent plus que ne font plus que des papiers pratiquement sur les ventes aux enchères. Puis comme par hasard, il y a des grands espaces publicitaires qui sont commandés pour leur vente. Donc on assiste à des jeux, vraiment, des échanges de marchandises subtils, qui peuvent être décalés d'un mois, de 2 mois, 3 mois sur l'autre, mais qui ont contribué à la mise au pilori des artistes vivants. Jusqu'aux années 75-76, les journalistes faisaient un travail vraiment de recherche. À partir des années 75, 76, 77, ce sont des témoignages de journalistes qui nous l'ont aussi prouvé. Ils n'ont plus travaillé avec des communiqués de presse. C'est-à-dire que l'information est devenue moulinée. On n'envoie plus de spécialiste, ou le spécialiste est lui-même formaté. Et son rédacteur en chef en plus derrière va lui dire ça c'est vendable, ça c'est pas vendable. Et on a un phénomène très intéressant aussi, c'est qu'à la fin des années 70, je crois en 78, je n'ai pas pris les chiffres ici, il faut savoir que Connaissance des Arts avait le magazine le plus, c'était le 3e sur tous les magazines français, avec 13 millions de lecteurs. En 1999, il en a, je crois, j'ai plus le chiffre exact, entre 35 000 et 50 000. Et le numéro 1, c'était les 7 jours. Donc vous voyez, c'est vraiment là quand même des preuves assez probantes de l'envahissement de la communication sur l'art. Alors, la question c'est,
qu'en est-il devenu la quête du chef-d'œuvre, de la recherche pure et dure? L'art aurait-il vendu son âme à l'homo politicus et à l'homo mediaticus? Ne serait-il plus qu'un leurre médiatique au service du pouvoir politique et de l'argent? Pourtant, n'est-il pas ce qui reste de l'esprit dans une société où le sacré est occulté ou nié? Pour revenir à celui qu'on cite toujours, Veblen, sociologue, mais de la fin du XIXe, serions-nous revenus à la situation que Veblen dénonçait à la fin du XIXe siècle? L'horizon se serait-il encore obscurci à la période fatidique du 1984 d'Orwell? Et c'est très intéressant parce qu'en fait on a vu des lois passer et vraiment on avait c'est l'année 84 d'Orwell. Il y a eu notamment la loi, j'en parlerai après, où les artistes, auparavant les artistes pouvaient ne pas vendre. Grâce à la loi de Malraux en 1964, ils avaient droit à la sécurité sociale. Et nous étions considérés justement comme un pays phare parce que pour la première fois, l'artiste était reconnu au sein de la société. Même s'il ne vendait pas, ce n'était pas l'économie qui faisait ou le politique, c'était l'artistique qui quelque peu lui donnait une place dans la société. Donc 64. Et en fait, 84, on a eu l'opposé, c'est-à-dire que la maison des artistes, il a été décrété que, par loi, une réglementation, que l'artiste devait gagner au minimum, je me souviens plus, c'était environ 35 000 francs. Je donnerai les chiffres exacts par exemple, parce que ça va crescendo. Hein. Et il est bien évident qu'un artiste vivant qui fait un bon travail peut très bien ne rien vendre. Et on arrive à un système encore plus pernicieux, c'est que les marchands qui font leur travail, c'est-à-dire on appelle ça de couveuses, de découvreurs, d'artistes, ont aussi maintenant des problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des contrôles fiscaux et s'ils ne vendent pas, on leur donne des amendes et le plus souvent ils doivent fermer. Même s'ils disent, je expose par exemple des gens qui vont exposer des grands bâchers, qui n'ont jamais vendu un bâcher en 16 ans, mais ce sont des grands artistes. L'État vous dit, mais ce n'est pas vrai. Vous vendez le noir. Donc on arrive à des systèmes de destruction d'un marché qui était un marché qui vivait que de passion. Maria, vous connaissez Yann Grandmiller aussi peut-être, non? Yann Grandmiller. C'est une personne qui a pendant 50 ans c'est elle donc qui est à l'origine des Olympiades des Arts à Séoul, mais elle n'a vécu que par la passion. C'est grâce à elle que la Corée s'est ouverte à l'art contemporain. Bon, mais si vous voulez, là aussi c'est une personne qui est obligée d'arrêter, bien sûr. Alors, les travailleurs seraient-ils désormais condamnés non plus aux travaux forcés à perpétuité, mais aux loisirs forcés, enfer extrême, quand la suprême abstraction, l'argent, M. Veblen, se limite au RMI et au nouveau paysage culturel français de la télé-réalité. Depuis les années 90, dans un grand retour en arrière, les pauvres et les artistes libres seraient-ils plus que jamais esclaves de l'arbitraire et de l'insolence des privilégiés et de ceux qui modifiaient leur fortune sans mettre la main à la pâte en achetant et revendant non des réalités mais des abstractions. Alors que bien sûr le politique nous donne un discours qui est totalement différent. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le décalage entre ce que l'homo politicus héros, moi j'étais partie de là. Pour moi, Malraux c'était un grand héros, tout ça, donc j'étais dans la mythe. Alors la question que je me suis posée après, c'est les héros. Alors, je suis arrivée à la conclusion. Alors, donc après, à partir des années 90, c'est encore pire. On va assister au développement de dilettantes qui rentabilisent leurs loisirs. Les institutionnels, le ministère de la Culture, mais pas seulement, aussi le ministère du Travail, le ministère des Sports, l'encouragent, le planifient et le qualifient de marché d'artistes. C'est-à-dire que sous le couvert de « vous allez être libres, les artistes », c'est vous qui maintenant allez prendre en charge tout.
les frais, le soutien, vous allez être marchand, relations publiques, etc. Et parce que ça fait en effet un nouveau marché pour l'État. Cela va aussi donner lieu à des marchés où l'artiste va se mettre à l'état de son stand, valeur ajoutée d'un art qui n'a pas eu le temps de mûrir, juste semé, déjà récolté. Sommes-nous dans l'abbêtissement ou dans l'épanouissement d'esprit? Ou alors y aurait-il une volonté délibérée de destruction de l'art? Transformerait-on le marché de l'art en une jungle où, comme avant, l'artiste doit travailler 2 fois plus que les autres, comme disait Michel Deneuve, qui est un compositeur qui travaille sur les œuvres de Cristal Paché, mais où, paradoxalement, si avant l'art crée l'argent, maintenant l'argent crée l'art. Et c'est tout le dilemme. Et c'est là où on voit réagir. Et ce, malgré l'expansion incessante du ministère de la Culture. Mais là aussi, il faut prendre des chiffres, faire un travail de fond pour dire est-ce que le ministère est un ange gardien ou un gardien de prison? Alors, historiquement, on réalise que la France gagne un ministère, mais elle perd son aura de phare des arts au même moment. Alors, 59. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. On aurait peut-être créé ce ministère afin d'endiguer des problèmes à venir. Ou alors aurait-il été lui-même préjudiciable à l'épanouissement des artistes libres? Comme vous l'avez compris, je prends plutôt la défense des artistes libres. Ils m'intéressent plus, mais les communicateurs sont quand même aussi intéressants, on verra, dans le cas des nouvelles technologies. Parce qu'il y a des artistes aussi intéressants. Un ministère en gardien de prison. Alors, une enquête de 59 à l'an 2000 tendait à prouver que jusqu'à la fin des années 70, comme je vous le disais, un artiste pouvait bénéficier de la loi sociale de 64, même s'il ne vendait rien ou très peu. À partir des années 80, les artistes ne bénéficieront plus de la sécurité sociale qu'après une cotisation minimum de 1200 heures de SMIC. Il prévoit un minimum obligatoire de 47 796 francs de vente d'œuvres d'art en 98 par exemple. 100% de la rémunération est assujettie à une utilisation maladie veuvage de 0,85 avec une CSG de 7,50 et des CRD à 0,50. Comme on le sait, un artiste vivant qui sculpte, qui peint, qui grave, il ne peut pas. Il ne peut pas gagner de tel montant actuellement, d'autant plus que la crise économique perdure depuis 90. On va donc constater que des centaines d'artistes seront vraiment expulsés de la sécurité sociale des artistes et de la maison des artistes. Il y aura un pic notamment au début des années 90. Interpellé sur ce sujet grave en 88 à l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture Jacques Lang objectera à quelle différence que s'il n'y a plus de sécurité sociale, il y aura le RMI. Je cite, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, lors de la présentation du budget le 24 juin 88, Jacques Lang, ministre de la Culture, traitera la situation sociale des artistes. C'est le JO de 88, page 1775. Le député Charles Metzinger l'apostrophe. La création artistique vit de ses créateurs et de ses artistes. Les artistes, quant à eux, ne vivent pas toujours bien de l'art. Nous nous étions inquiétés alors que vous étiez ministre en 81 et 86 de leur situation sociale. C'est un problème qu'on retrouve dans d'autres secteurs, j'abrège. La création d'une commission professionnelle composée à titre principal d'artistes qui examine la situation individuelle de ceux dont les revenus annuels sont inférieurs à 1200 fois la valeur qu'on a pu SMIC, va proposer un dispositif. Dans ce cas, un problème est posé à l'ensemble de la nation. Je crois que le projet de loi sur le revenu minimum s'implique à tous, quelles que soient les activités pratiquées. Le problème du RMI, c'est que, comme vous devez savoir, le RMI interdit aux RMistes de travailler. Il doit passer son temps à chercher du travail. Et il est contrôlé très fréquemment. Et en plus, il est submergé, j'ai vu les dossiers, submergé de documents administratifs qu'il doit faire régulièrement si la situation, au fil du temps, de toute façon obligatoire tous les mois, de toute façon. D'abord, la législation dit que c'est interdit de travailler. Deuxièmement, elle m'interdit aussi de s'inscrire à l'université, de la réglementation. Parce que, de peur que des étudiants s'inscrivent aussi au RMI.
Alors c'est un peu la du cercle, tout cela. Alors, je ne vais pas vous aboutir avec des chiffres, si ça vous intéresse, je vous les donnerai avec plaisir, hein, parce que ça va être un petit peu trop long. Alors, Philippe Simoneau, qui est économiste, je le cite, lui-même s'indigne en disant 1990, au moment où les artistes français Dubuffet, Bazaine, Debré voyaient enfin leur cote monter, 446 peintres étaient d'un seul coup rayés des listes de la sécurité sociale pour la raison suffisante que ne gagnant pas assez d'argent. Ce qui est un comble dans un gouvernement qui a dit que c'était tout pour les artistes. Donc là, on a vraiment, Nouveau Petit Coup, c'est vraiment un héros. Hein. Là, il y a une grande différence entre la communication et la réalité. Dans ces périodes difficiles, on verra même que les ateliers, véritable instrument de travail pour l'artiste, vont être parfois confisqués ou comptés pour les artistes et offerts à des privilégiés non artistes. La situation de toute façon des ateliers est dramatique. Bonjour, j'aimerais faire la sculpture et j'aimerais m'inscrire à la maison des artistes. La semaine week-end, on vous inscrit, on vous donne un numéro d'affiliation qui ne vaut absolument pas attribution de la sécurité sociale, mais vous êtes comptabilisé dans les statistiques. D'où un grossissement absolument extraordinaire du chiffre des artistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis rendu compte, justement, hier soir, j'ai vérifié, il y avait un rapport par le sénateur Yann Gaillard au Sénat, et lui aussi, il a été obligé de dire que les chiffres étaient tout à fait flous, et l'INSEE en plus, et on revient au problème de l'argent, pour le chercheur, on réalise qu'un chercheur, c'était mon cas, donc fin 79, début 80, j'ai fait une première thèse ici, on avait des coûts d'environ, je dirais, 6 000 francs, excusez-moi, je parle encore en francs, et en fait, avec les frais d'information, puisqu'on traite aussi de la communication, les frais de documentation sont maintenant payants, quand on va au JO, quand on va à la documentation française, quand on va partout, maintenant on va payer, ce n'était pas le cas avant, on arrive à 10 fois plus un chiffre qui est décuplé. Alors que je ne pense pas que le pouvoir d'achat des étudiants, ni même des Français, est décuplé à part quelques rares. Et je vous cite, parce que c'est quand même assez instructif, une lettre 17 août 2001 qui m'a adressée. J'avais fait une demande à l'INSEE pour obtenir juste des codes un peu 923A, classe d'activité artistique, 925C, gestion du patrimoine culturel, 287C, travail de la pierre, enfin je vous épargne les détails, 25 nomenclatures, qui en plus sont des véritables fourre-tout. On vous met tout le monde, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est un artiste, si c'est un encadreur, enfin. Eh bien, on vous facture la modeste somme, juste pour une année, hein, juste pour une année, la modeste somme de 4 070 francs. Pour une année. Donc si vous voulez faire une recherche de 50 ans, je vous laisse tout loisir. Donc comment peut-on trouver l'information? Comment peut-on avoir du recul sur notre société et sur notre politique culturelle? Puisque de plus, l'image télévisuelle est virtuelle, s'efface. Vous avez tous fait l'expérience d'une information extrêmement percutante et intéressante. Je l'ai fait notamment avec Radio Classique, je l'ai fait avec des chaînes télévisées diverses, en disant il y a eu, vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant, vous donnez vos sources, on n'a jamais les sources. Donc tout devient volatile, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un système de 1984, avec un lavage de cerveau qui est quand même inquiétant. L'optimisme, c'est que je pense que quand même il ne faut pas désespérer, l'humain est toujours l'humain, et il va se ressourcer. Et notamment à la question terre d'accueil, de création, de destruction de l'art, en rebondissant sur le sculpteur Lee qui dit « La France est la terre qui enfante les plus belles originalités pour aussitôt les annihiler », ce qu'elle avait noté en vivant dans notre pays. En France, sur une analyse de 150 ans, il semblerait que nous sommes un marché d'accueil d'artistes et d'acheteurs de l'extérieur que de création d'art franco-français. Ça, sur 150 ans, c'est sûr. On a vu, notre pays aurait accueilli en plus en 2002 76 722 000 touristes. Paradoxalement, on l'a déjà dit, le Paris phare des arts d'antan s'est éteint.
il est désormais lanterne rouge si ce n'est proche du néant. Comment sauver le marché de l'art en marche? Quand je dis le marché, c'est les acteurs de l'art, bien sûr. Une des pistes ferait écho à la phrase du général de Gaulle, apostrophant un gouverneur en 1942, vous êtes un bourgeois, l'avenir est au métissage. Je pense que ce qui sauvera, je souhaite, la France, c'est des immigrations qui vont venir notamment des pays de l'Est, avec des nouvelles générations qui ont été extrêmement éduquées, extrêmement formées, et qui seront une grande chance pour l'avenir de ce pays. Alors, à la question nouvelle ou ancestrale économie de la mondialisation, nous sommes à Paris 4, vous êtes quand même tous des historiens, on sait qu'historiquement, l'art a toujours été mondial. Les impressionnistes ne seraient pas les impressionnistes, ils seraient en train de courir dans des caves, comme les 400 tableaux laissés par la famille de Van Gogh lors d'un déménagement à Breda, s'il n'y avait pas eu les Américains, les Russes, les collectionneurs étrangers pour acheter. Quand on analyse vraiment ce qui a été, les marchands ont fait du travail. Il y a eu Calbelair, bien sûr, il y a eu Durand-Bell, il y a eu Vollard, mais ce ne sont que des gens, le plus souvent de l'extérieur, qui ont soit acheté, soit créé. Et on constate que la plupart du temps, nos musées sont enrichis grâce à des donations. Souvent en marche forcée, je vous épargnerai tous les récits historiques, ça vous intéresse aussi, il n'y a pas de problème, qui prouvent que encore aujourd'hui, l'artiste, s'il veut, le véritable artiste, doit se battre pour donner ses œuvres. Mais ça pose bien sûr le problème de la conservation de l'art, du musée, du conservateur, de sa fonction et de sa philosophie, de son éthique. Est-ce qu'il est lié à l'économie ou est-ce qu'il est lié à l'artistique et à la quête du beau et d'une transmission du patrimoine à la société? Donc, une réponse, mais vous êtes libre de rebondir si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'en fait, historiquement, même depuis le XVIe siècle, même si l'Europe est petite, et si on va jusqu'aux Égyptiens, de toute façon, l'art a toujours été un instrument d'échange, ou surtout un instrument, le terme instrument n'est pas bon, c'est une inspiration qui, je reprends Léa Grandvillers qui a très très joliment démontré cette théorie, c'est l'artistique qui développe l'économique. Elle a constaté donc en Corée, le pays est sorti d'une économie déplorable avec un grand travail par le président Park où il a mis tout le monde au travail artistique. Mais c'est dès qu'il a démontré, ça vous intéresse, ce sera visible en ligne sur Internet dans une semaine du jeu. Alors, les théories économiques peuvent être quantifier une économie de l'art par essence aléatoire. Bon. Alors, les pistes, il y a quand même l'association for Cultural Economics International qui travaille sur ce sujet, qui est très intéressant, ça vous intéresse aussi. Je pourrais vous donner le site internet. C'est une association vraiment internationale qui travaille sur des sujets du culturel dans le monde. C'est extraordinaire, il y a des échanges, ça se fait sur la danse, la musique, la poésie, tous les arts. C'est extrêmement riche, donc c'est une source, si vous intéresse, je peux même vous donner le nom du président et son adresse, son email, son courriel. Alors les auteurs que l'on retrouve toujours, parce qu'en France, dans tous les pays, il y a toujours des auteurs un peu fétiches. Alors c'est Bobol, de Princeton et New York, Philippe Simoneau, qui est un travail très intéressant, Frey et Pomerel, et 3 économètres, Gérard Barré, Ginsberg, Chanel. Ce sont souvent des étrangers. Mais là aussi, c'est une guerre des experts, on arrive à des conclusions différentes, parce que c'est un travail énorme qui doit être fait sur, même s'il est fait sur 150 ans, c'est pas forcément viable. Hein. Donc là, bien sûr, les expertises sont plus ou moins en phase, mais ça, l'expertise, c'est bien son intérêt, elle pose plus de questions parfois qu'elle donne de réponses. Alors, des acteurs de l'art, les commissaires-priseurs, régaliens ou les civils. Alors, nous avons pris 73 parce que nous avons eu l'ouverture de Wall Street au commissaire-priseur, ce n'était pas du tout le cas avant. En France, on a eu aussi un système qui était le seul au monde,
qui est finalement hérité de Louis X le Hutin, et qui en fait a nommé des personnes qui étaient au service du roi, qui étaient des officiers. Ce système quelque peu privilégié, qui a permis quand même de faire passer des choses. En plus, c'était très intéressant parce que socialement, comme c'était les courtisans, comme c'était les gens autour du roi, ils avaient le pouvoir et ils avaient la reconnaissance sociale. Donc, on s'est tourné vers eux. Alors là aussi, il y a une procédure qui a été faite. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 1998, l'Europe, puisque nous sommes en Europe, a décidé qu'au 1er janvier 1998, il y aurait une nouvelle loi. La France, les commissaires-priseurs, les institutions ont bloqué pendant 3 ans et demi. Et finalement, ils ont été obligés de faire passer la loi. Mais quand même, le Conseil des ventes a été créé en 2001, qui est donc une institution qui chapeaute. Bien sûr, si ça vous intéresse aussi, le président du Conseil des ventes, M. Champin, est venu faire une communication pour expliquer son point de vue, qui est aussi très intéressant, avec toujours les avantages et les inconvénients de notre système. Mais une chose qui n'est pas à oublier, c'est que déjà du temps de Manet et de Morisot, parce que souvent, je reviens aux artistes du temps, ce sont leurs marchands ou leurs réseaux. Parce que quand je parlais du tissage des réseaux, on constate quand même que ce réseau, il est toujours, fonctionne un peu, toujours de la même façon. Donc, familial, bien sûr. Alors, il est la base, la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si l'artiste n'a pas, il a vraiment des problèmes. Alors, amical, local, régional, national, puis international. Sur 150 ans, entre le dit et le non-dit, l'écrit et pas l'écrit, ce qui est dit, parce que l'intérêt justement d'avoir un chantier de fouille depuis 19 ans, c'est que vous avez des confidences que vous n'aurez pas si vous êtes trop extérieur et que vous arrivez, bonjour, je suis sociologue, j'ai fait une enquête, c'est un questionnaire, vous connaissez la plaisanterie, c'est un sondage, vous êtes tranquille, vous allez avoir du mal à avoir des informations. Donc, il semblerait quand même que rien n'a changé du temps de Manet et Morisot, les impressionnistes, qui à l'époque étaient soutenus par le marchand Jacob et par leur famille et par leurs amis qui achetaient les tableaux pour leur créer une cote. Rien n'a changé. On est dans le même schéma. Ceux qui ont des cotes souvent intéressantes, ce sont les communicants, les tartuffards, parce qu'ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont un discours, je suis un artiste libre, et en même temps, ils font un système de relations publiques très élaboré, très intelligent. Ils sont très très intelligents, très adaptés à la société. Vous voyez? Alors, donc il n'y a pas honnêtement de changement. Alors, pour dire quelques mots, mais brièvement, parce que en 1957, déjà, on a l'introduction de la télévision chez Sotheby's Londres. C'est que pour la première fois, il y a une vente aux enchères qui va se faire par le biais de la télévision. En 1958, Peter Wilson donc, a l'idée de faire une vente qui va devenir un événement mondain où il faut le voir pour être vu. Ceci rejoint la théorie ostentatoire du Weber. Et on y est, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de spéculation avant, il y a toujours eu spéculation, il y a toujours des périodes spéculatives. Mais il y avait, d'ailleurs il y avait même des copies de tableaux anciens, il y avait vraiment un goût pour l'art. Quand Degas se promenait dans Paris, tout le monde savait que c'était Degas, tout le monde savait que c'était Monsieur Degas. Maintenant, c'est quand c'est, je ne sais pas à quel... Quand on l'arbore, dans la rue, on dit « Ah, j'ai vu qu'on l'arbore ». On n'est pas dans les mêmes systèmes, c'est pas pareil. Alors, ce qui s'est passé en 51-52, Paris était le phare international des arts, numéro 1 pour le montant global des affaires. Les peintres américains venaient y vivre. En 61-62, Londres revient à Paris la première place. En 64, Sotheby's achète par Bernett à New York. La primauté passait au marché anglo-saxon. En 73, c'était notre point de départ, Christie's introduite en bourse. Et au mois de juin 1974, il y a la crise du pétrole
Parce que le problème de l'art, c'est qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé. L'artiste, il est dans une société, et donc il va être apprécié ou rejeté en fonction du politique, en fonction de tous les systèmes autour de lui. Et enfin, 77, Sotheby's aussi est introduit en France. Donc là, on n'en sort plus, on est vraiment dans le système des actionnaires. Et cela va aller crescendo parce qu'à partir des années 80, mais pas seulement en France, les institutions muséales, étatiques, alors que le ministère normalement de la Culture a été créé pour servir l'art, non pas la servir, va au contraire lui aussi intervenir et acheter des artistes et faire des comptes. Et c'est là où je pose la question, gardien de prison ou ange gardien? Est-ce que c'est sa fonction? Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, à partir de 2001, on a un nouveau système. Honnêtement, si on l'analyse, on n'a pas l'impression qu'il y a une évolution. Alors, les conservateurs rhéteurs ou conservateurs du cœur, les premiers sont contre l'intrusion du public, sont des esthètes, sont des chercheurs, et on arrive en effet à une autre génération. D'ailleurs, on le voit dans l'enseignement, dans les cursus qui sont exigés. On arrive ensuite à des conservateurs gestionnaires et enfin à des conservateurs rhéteurs avec des discours extrêmement intéressants sur l'art. D'où la question aussi de l'art d'une rhétorique, une œuvre d'art. Et je faisais référence, mais je cite le dictionnaire Hachette 2001. On qualifie de rhétoriqueur ou rhéteur un écrivain, et il cite Jean Molinet, Jean Lemaire de Belge, Jean Mesguino, Jean Marot et Guillaume Crétin. Et je pose la question, Guillaume Crétin ne retrouve pas de nombreux héritiers en cette fin de siècle. Un petit peu d'humour, c'est tout. Alors, enfin, on parle, la question qui est posée souvent, c'est est-ce que c'est la fin des grands marchands? Est-ce que c'est l'avènement du règne des Auctionnières? Je suis résolument optimiste. Il y aura toujours des artistes, l'art n'est pas mort, l'humain a des ressources. Et je pense qu'il y aura des ajustements, mais que chacun trouvera sa place. Les experts et les marchands, bon, ils sont souvent ridiculisés, c'est vrai, mais en fait, l'expert et le marchand sont les seuls qui engagent leur responsabilité pour 30 ans. Ils sont les seuls qui ont une garantie trentenaire, et la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Les commissaires-priseurs n'ont jamais eu de garantie trentenaire, ils passaient la garantie au vendeur. Au moment de la transaction, l'expert prenait le relais, et c'était ensuite l'acheteur et l'expert. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a jamais été le cas. Le Conseil des ventes a en effet institué un système qui va mieux, c'est-à-dire que maintenant, il y a une garantie décennale partagée entre l'expert et le commissaire-priseur. C'est un plus, ce n'est pas le cas. Alors, on a parlé du savant, le critique d'art, qui a un rôle aussi. On est passé du savant esthète au commissaire. La question c'est le critique d'art qui au service de son propre ego et de la communication de son image, mais qui est au service de l'artiste et de son œuvre. Les collectionneurs, c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure. On est passé des collectionneurs de cœur aux artionnaires et on arrive au surf art, c'est-à-dire qu'on a d'ailleurs là, on le trouve dans les magazines qui traitent de l'art, on arrive à ce qu'ils appellent la consommation d'art. D'ailleurs, la DEC, une banque de données très prisée qui a été rachetée par Bernard Arnault, qui est donc partie prenante en vie. C'est-à-dire que, comme vous savez, le problème de la communication, c'est qu'elle est tout sauf gratuite, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Et maintenant, si vous voulez savoir quelle est la code d'un artiste, avoir une information sur un artiste, ce n'est plus que ce qu'on appelle du pay-per-view. C'est-à-dire que vous devez payer pour avoir l'information sur l'artiste. Donc, on arrive à un système aussi de surf art, des personnes qui se disent collectionneurs, mais qui sont vraiment... On a beaucoup de collectionneurs imaginaires, il y en a beaucoup dans notre pays, mais là on arrive à un système vraiment c'est devenu un nouveau système social. Je vais écouter parce que ce qui me tient le plus à cœur, alors si vous voulez, j'ai tous les chiffres, mais le temps presse, ce qui me tient le plus à cœur, c'est donc le partage, comment sortir de l'impasse,
Alors, la France serait-elle la haine de l'art, pour reprendre Dagen? Moi je dis, ou plutôt la haine de l'autre. Donc l'espoir, ce serait le partage. Alors, je vous proposerai à la fin les archanges. En effet, les conférences comme ici, les échanges entre chercheurs de tout pays, de toute université, à mon avis, sont très importantes. Et les technologies, là, peuvent avoir un intérêt pour permettre, parce que les transports sont souvent quand même un problème très, très contraignant, nous avons des journées très longues, pourrait permettre, en effet, non pas d'oublier la rencontre humaine, qui est très importante, qui est nécessaire, tout comme on doit voir l'œuvre d'art, parce que l'œuvre d'art, ce n'est pas une image. L'humain doit quand même travailler dans des groupes à des moments donnés. Mais les systèmes de visioconférence permettent des travaux réguliers, permettent des échanges de tous les acteurs de l'art, quels qu'ils soient. L'idée d'une banque de données fédératrice ouverte sur Internet, gratuite pour les artistes, serait à mon avis nécessaire, comme dans les pays baltes, pays qui partent de rien, où maintenant on vote, notamment sur Internet, même au Parlement. Une émission télévisée populaire, ni télé-réalité, comme je vous disais, ni en poulet, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut le penser, le grand public est toujours très ouvert au goût, à l'esthétique. C'est vrai, il privilégie voitures et vacances aux dépens de l'acquisition d'une œuvre, mais ce collectionneur imaginaire est amateur d'art pour peu qu'il ne dépense rien. Il est un consommateur d'art social, ce contrairement à certains confrères européens qui, eux, en effet, investissent plus, notamment les Hollandais, les Allemands, les Italiens, bien sûr, et les Hollandais qui ont choisi des pays de peinture, alors que nous sommes plus peut-être des pays de littérature, et on a plus un phénomène de collectionneurs imaginaires si on analyse bien les grandes collections qui ont été le plus souvent données pour des raisons fiscales. Alors, les Olympiades des Arts étaient une très très belle initiative, donc à l'origine de Léa Grandvillers, en 88 à Séoul, qui a permis de réunir un grand symposium avec des sculpteurs du monde entier, qui ont créé sur place un musée en plein air qu'ils ont laissé, et un musée de la peinture. Malheureusement, j'ai tenté l'initiative en 92 avec le Comité national des sportifs olympiques français, mais on n'a pas eu les mêmes moyens, mais qui sait, ça peut être repris parce que c'est très bon pour le développement de l'art dans le pays quel qu'il soit. Alors, l'art urbain, dans le métro des grandes villes, on a le modèle extraordinaire du métro de Caracas. Il permet d'intégrer la sculpture monumentale, notamment dans tous les métros. Alors, les grands travaux, on peut se poser la question des grands travaux, et je rappelle simplement le FDA, ou le FDA, Federal Art Project, de temps de Franklin Roosevelt, qui a permis à 4000 artistes, lors de la dépression de 29, et à 8 millions de chômeurs de travailler. Il a vu le jour de plus d'1 million de projets dans le domaine des travaux publics, 125 000 ponts, 90 000 km de routes, 12 000 bâtiments et 8 000 parcs engendrés par cette décision politique exemplaire. Roosevelt disait, c'est un homme oublié au bas de la pyramide sociale qui s'adresse prioritairement Roosevelt, et c'est Daniel Rollo, professeur de la Sorbonne Nouvelle, qui l'écrit. 2500 peintures murales vont orner les espaces publics, sans compter une infinité de tableaux d'affiches. Ceci a probablement été à l'origine de la nouvelle école américaine. Si le salaire mensuel de 41 $ paraît mince, il réintègre dans la communauté une population désemparée. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous les artistes, quels qu'ils soient, étaient payés au même prix. Et ça a été aussi, c'est grâce à des témoignages des artistes de cette génération qui ont témoigné qu'on a pu retrouver les sources. Ce salaire équivaut néanmoins aujourd'hui à un SMIC que beaucoup d'artistes libres aimeraient gagner. Les artistes cultes d'aujourd'hui, Pollock et Diego de Rivera, y ont fait leurs premières armes. Alors, le 1% direct d'aujourd'hui, donc je pose la question, nous avons eu des grands travaux, et la question, est-ce que nous avons eu les mêmes résultats qu'en 20 heures, avec Roosevelt, dans un pays capitaliste? Ça, je le dis. Il y a vraiment un trop grand décalage entre le dire et l'agir du politique et du social. Alors, ce qu'on propose aussi, c'est une fiscalisation d'achat d'œuvres d'artistes vivants, qui pourrait créer un marché de l'art, puisque les assurances, on peut les déduire, pourquoi pas.
Et enfin, ce qui me tient le plus à cœur, ce sont les archanges que je propose pour les artistes, c'est-à-dire que les archanges, ça permet aux artistes de se libérer de la spéculation du marché de l'État, qui le plus souvent spécule après leur mort. L'idée, c'est qu'un artiste peut décider de lui-même, il fait un testament, mettons d'habitoire, fait un tableau, elle décide que c'est un archange. Cet archange a une fonction, c'est-à-dire qu'au fil du temps, au fil des transactions, et on souhaite qu'il perdurera, la totalité, mais là j'ai discuté avec des inspecteurs des impôts, etc., ils disent ça ne passera jamais parce que l'État quand même donnera une partie. Donc une partie au moins suivra la spéculation, c'est-à-dire que ce soit l'artiste qui le vend, que ce soit un commissaire-priseur, que ce soit un marchand, par testament, l'artiste aura décidé de ce à quoi la somme servira. Et l'idée, alors les archanges peuvent prendre plusieurs aspects, j'ai étudié pas mal de sujets, donc ça peut être une formation d'œuvre avec une communion de tous les intervenants. C'est pas une communication de tous les intervenants. Alors naturellement, on les explique, les catholiques m'ont dit « Ah, mais ça correspond au repentir, à la rédemption ». Je dis non, pas du tout. C'est simplement je ne vais pas dire une trinité, mais s'il y a trois, c'est une trinité, c'est une communion, et on décide ensemble on va vendre cette œuvre d'art à l'artiste mort qui a fait un testament, ou l'ayant droit a fait ce testament, eh bien, l'artiste a décidé que 50% de la somme devait être attribuée à une mission sociale, de conscience qu'il a choisie, qu'il a déterminée, et elle doit impérativement être respectée. Alors bien sûr, ça pose des tas de questions, la pérennité du contrat, créer une ONG ou pas créer une ONG, enfin, il y a des tas de questions qui ont été posées, que je vous dirai brièvement. Ceci dit, ceci est expérimenté. Ça a été expérimenté avec des marchands, ça a très bien marché, ils ont joué le jeu. Donc l'idée, c'est de mettre vraiment en place ce système qui permettrait à l'artiste de gérer, même après sa mort, de façon posthume, son œuvre d'art qui, donc, s'il y a spéculation, la spéculation ira grandissante, mais accompagnera l'œuvre. Et le message de l'artiste continuera. Voilà. Donc, je vais vite en terminer. Je vais juste vous lire une petite lettre. Justement, pour un artiste qui a été un professeur d'université japonais qui voulait acheter une œuvre. Et donc, la réponse a été de l'ayant droit, laissons comme le Christ disait, laissez les morts enterrer les morts et prenez soin des vivants. Cet artiste, l'artiste inconnu, est mort. Si un jour l'ayant droit vend une toile de lui, ce sera pour respecter son testament et sa vie. Parce que c'est une image de sa vie en fait. Hein. Le plus souvent, c'est ce qu'on a vécu quand. Donner l'intégralité de sa vente à un clochard dans la rue, ce qu'il a été, à un artiste peintre affamé et sincère, à un enfant battu et humilié, à une mère de famille battue par son mari, etc., etc. Et il a dit, alors ça aussi, c'était expérimenté lors de campagne de mécénat, on va se poser la question, est-ce que c'est du mécénat? Non, ce n'est pas du mécénat, parce que le mécénat, c'est encore un autre système. Et je vais juste répondre sur les archanges avec ou sans le marché. Oui, ça peut très bien fonctionner. Les archanges avec ou sans l'État, là, ça va être un petit peu difficile parce que, comme le disaient les inspecteurs des impôts, il faudra un accompagnement à la spéculation, autrement le projet sera assassiné par l'État. Et il sera considéré comme hors la loi. Donc, il faut à tout prix une ONG, à moins que vous ayez d'autres propositions. On a aussi posé la question de la loi d'Amra, vous connaissez peut-être, c'est une loi égyptienne, considérée comme une égyptienne qui a été reprise plus tard par le judaïsme, qui consiste un petit peu en disant si vous priez Dieu, si vous demandez, vous devez rendre. Hein. C'est pas ça non plus. Le crédit islamique éthique, je pourrais vous développer si ça vous intéresse encore une autre notion qui suit des règles coraniques avec la zakat et l'awala, qui consiste à dire que sur les biens dormants, tous les musulmans, chaque année, doivent verser 2,5% de leurs revenus de ces biens dormants
Et nous, bien sûr, dans la religion chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens, il y a à peu près l'équivalent du denier du culte. Mais ce n'est pas ça, si vous voulez. L'idée, puisque nous aussi nous traitons l'artiste, c'est que l'artiste ait le droit de reprendre en main l'avenir de son œuvre, de son message. Parce que même si je suis innocente et naïve, les grands artistes ont toujours travaillé dans la quête, le message, la recherche. Voilà. Je vous remercie de votre attention et désolé si je suis un petit peu long. Passionnant, et le fait du problème le problème, je sens que le temps est passé, mais nous allons avoir faire une grande discussion à l'autre journée, si on pose des problèmes là, je vous soumets, je voudrais demander qui veut intervenir brièvement. Brièvement, oui, c'est vrai que je voulais vous remercier pour des exposés qui tombent vraiment à point nommé. J'ai fait dimanche une petite promenade entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, et ça m'a passablement fatigué quant aux exercices pédestres, et là je retrouve un goût et un entrain pour le jeu de mollets qui m'amène vraiment à poser une question d'argumentaire, une question de méthodologie. Oui. Parce que là je vois que vous citez des cadres explicatifs, des outils explicatifs qui vont de champs aussi divers que ceux de la sociologie, des sciences politiques, de l'histoire sociale, de l'histoire de la philologie, de la neuropsychologie, de la psychologie. Or, ne craignez-vous pas qu'en utilisant ces cadres explicatifs sans les expliciter, sans dire que je parle au nom de tel cadre explicatif dans mon argumentaire, sans citer les références d'articles auxquels vous faites allusion, sans citer les données chiffrées, quand il est question de données chiffrées, hors du 2,5% que tout bon musulman doit verser quant à ces biens matériels, ne craignez-vous pas que votre champ de fouille, je cite, soit fané par des questions de méthode? Non, pas du tout, parce que, au contraire, je ne voulais pas vous assommer avec ça. J'ai la chance d'avoir un directeur de recherche, une sociologue, et qui est vraiment un spécialiste des sciences de l'information, de la communication, un jussieu, qui est tout à fait rigoureuse. Et je dois dire que je crois que ma méthodologie, l'explication de la méthodologie, elle a fait sur 40 pages, et l'objet d'entretien, d'annexes énormes. Et en effet, je n'ai pas voulu vous assommer avec des chiffres, mais si vous voulez, par exemple, je peux vous dire, mais je ne vais pas vous l'énumérer si on n'a pas le temps, j'ai ici, par exemple, tous les budgets de la culture de 64 à 99 qui ont été analysés avec comparaison économique, rémunération du personnel du ministère en activité, comparé à l'achat d'œuvres d'art aux artistes, qui est complètement, par exemple, complètement avec la ventilation comptable, etc. Mais, donc, au contraire, avec plaisir, parce que ça, de toute façon, c'est l'objet d'édition. Hein. Donc, absolument, vous avez tout à fait raison. Et justement, la chance que j'ai eue d'être à l'Université de sciences sociales de Jussieu, c'est que je suis dans un département de sociologie, c'est qu'on nous oblige à utiliser l'instrument de la sociologie. Hein. C'est-à-dire les entretiens, les histoires de vie, si ça nous intéresse, avec plaisir, bien sûr. Au contraire, parce que c'est grâce à ces informations collectées au JO, comme je le disais, notamment à la documentation française, c'est même les entretiens qui m'ont ouvert des portes, par exemple, pour la sécurité sociale. Je ne le savais pas. C'est grâce aux entretiens que les artistes m'ont dit, mais je n'ai plus de sécurité sociale. Je n'ai même pas au courant. Sur un petit point, par exemple, la relation que vous disiez non significative entre l'artiste, quand on ne sait pas quel artiste, évalué selon quels critères, évalué selon quelle appartenance, selon quel niveau, et le niveau socio-économique de son milieu d'origine. Ça, j'ai pas été ici parce qu'elle a été faite. Je sais qu'il y a eu des travaux, par exemple, de Pierre-Michel Minger à l'école d'études en sciences sociales et de son équipe, qui semblait pas. Comment dire, lorsqu'il livre des faits autrement plus complexes dans la qualification de la population dans les questions et dans le type d'effet qui serait contraire peut-être à la logique de l'héritage de la Bourdieu, qui est très très largement dans les études que j'ai pu voir encore modifiées. Mais qui est surtout la Bible, en France, on est obligé. Ah si, parce que
que c'est un droit de non, mais j'ai pas ça. J'ai pas ça, mais j'ai vu tout Bourdieu. Hein. De toute façon, vu ma spécialité, j'étais obligée de lire tout Bourdieu. Donc j'ai dû lire tout Bourdieu pour voir ce qu'il disait très exactement sur l'art. Parce qu'il faut parler d'art, il faut parler, il ne faut pas tout mélanger. L'éducation, il y a l'art, etc. Donc ça, bien sûr, il y a absolument. J'ai fait, mais je ne vais pas, là aussi, je ne vais pas tout dire, hein, on avait une heure et demie. J'ai fait parallèlement une étude sur donc 150 ans de... Je continue toujours. Parce que la difficulté, justement, en art, c'est de connaître la filiation d'artiste. Parce qu'en plus, le plus souvent, et d'ailleurs j'avais écrit un article dans un magazine qui s'appelle Attention sur ce sujet, qui s'appelait, je me souviens plus, c'est fruit de l'aléatoire ou de l'héritage, je ne sais plus. Mais si vous voulez, l'étude était sur la difficulté de trouver la filiation souvent maternelle, en plus. Parce que le problème que l'on a, c'est qu'en sociologie, comme par hasard, il n'y a que le père qui existe. Alors que l'éducation de la mère est primordiale. Et donc là, je vais un petit peu à l'encontre de certaines analyses. Mais alors, la difficulté historique, en effet, c'est que pour arriver, vous savez bien, vous êtes chercheur, hein, pour arriver à savoir quel est le métier du père de Boudin, du père de Manet, de ceux qui ont laissé une trace, il faut lire un livre, 3 livres, 4 livres, pour enfin que quelqu'un dise au milieu du livre, le père était boucher ou le père était diplomate. Si vous travaillez sur la filiation, c'est pas... Aujourd'hui, on parle beaucoup de soi. Mais bon. Donc ça je l'ai fait. Donc si ça vous intéresse aussi, ça sera de toute façon... Voilà. Monsieur. Oui. Je vous remercie pour cette documentation qui rejoint tout à fait mon expérience. Moi, je n'ai pas cette documentation, mais je me promène dans les expositions, je vais dans les galeries, etc. Et depuis des années et des années, je fais au fond le même constat que vous avez fait. En plus, vous avez lancé un appel. Et moi, je pense, compte tenu de du grand nombre de problèmes qui se posent, que chacun peut apporter peut-être une petite pierre. Ce que moi je propose, c'est qu'on revienne à une définition de l'art qui, justement, fasse la différence entre les tartuffes et les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau littéraire, à partir de la recherche des invariants dans les arts poétiques des auteurs, et ça donne tout à fait le genre de résultat que vous pouvez souhaiter, c'est-à-dire une définition d'art qui élimine tout ce qui est l'utilisation du pourtour de l'art pour faire croire que c'est de l'art véritable. Mais j'ai remarqué que poésie et beaux-arts sont vraiment frères et sœurs, par beaucoup d'aspects. J'ai pu remarquer ça. J'ai pu remarquer que poésie et beaux-arts sont vraiment des frères et sœurs. Ah oui, je pense. Oui, ah oui. alors que par contre, en effet, parce qu'en sociologie, à un moment donné, j'étais un peu trop gourmand, je me suis dit, je vais faire analyser le tout culturel. Alors, théâtre, etc. Ils ne répondent pas du tout aux mêmes critères socio-économiques, politiques, philosophiques, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, en effet, j'ai trouvé beaucoup d'affinités lectives avec la poésie. Ça, c'est vrai. Mais je ne me suis pas permis de le dire parce que c'est déjà le champ d'action là est tellement énorme. Et par contre, comme disait monsieur, s'il est sociologue, c'est ce que nous tentons de faire à Jussieu, au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des ponts entre nous tous pour échanger des informations, parce que la recherche est tellement âpre, elle est tellement chère que c'est difficile parfois d'avoir des informations percutantes, surtout sur de longues années. Parce que l'information est faite par les ministères eux-mêmes, quand votre texte de loi. Oui, ça je l'ai constaté. Décret d'application. Ah oui, Là, j'ai pas très bien compris pour nous, chercheurs, la documentation graphique, elle est à la BNF. Tout ce qu'un ministère publie est à la BNF et dans les... Oui, mais ça dépend des textes. Il y a des choses où on doit... c'est des heures limitées, c'est très difficile. Ah oui. Oui. Par exemple, avant, à Beaubourg, c'était plus facile de travailler. On travaillait dimanche, etc. Oui. Et on a la documentation librement, si vous voulez. Et puis en plus, il y a une question purement économique. À la documentation française, c'est très cher le travail. Ah oui, mais une chose très très pointue, justement, comme disait monsieur, parce que nous sommes obligés
de prouver par les chiffres, par les textes de loi, d'aller chercher très loin. Et c'est très onéreux parce qu'en effet, alors justement, quand on parle de nouvelles technologies, l'avènement de l'Internet, le problème, c'est que l'information est d'un niveau journalistique, ce n'est pas d'un niveau de recherche pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un leurre aussi. C'est toujours l'histoire de la forme et du fond. Hein, parce que le chercheur, il doit aller très loin pour essayer de trouver des tendances. Et bien sûr, quand au contraire, il y a en face de soi quelqu'un qui questionne, c'est pour ça que moi je suis très contente de travailler avec les anciens, c'est un enrichissement, parce que c'est par le questionnement de l'autre qu'on peut affiner son analyse. Quand je me suis porté de la séance, je regrette, moi, j'ai pris des interventions